Pour conquérir le droit à la dignité et à la liberté, ils ont choisi la non-violence. Humiliation, ségrégation, dégradation, telle est la condition humaine de 20 millions de Noirs américains. Dans un monde saturé de violence, ils sont les seuls, après Gandhi, à tendre l'autre joue. Le 20 août dernier, à Washington, 200 000 Noirs américains se préparent à défiler devant le monument de Lincoln, le père des libertés civiles américaines, celui qui, en abolissant l'esclavage, a promis à tous liberté, égalité. Campant au milieu des pelouses washingtoniennes, la plus grande armée de Pacifique a pris une allure de kermesse. Pas une expression, ni un cri, ni un geste de haine ou de colère de la part de ceux-là qui sont chez eux des citoyens de deuxième classe. À cette armée noire, 10 000 Blancs se sont mêlés, garants d'une évidente bonne volonté de la part d'une partie de la population blanche. Ils présagent peut-être la victoire finale, victoire du bon sens sur la folie, de la santé sur la maladie. Il serait faux de croire que les Noirs acceptent leur situation passivement. En fait, ils mènent la lutte légale depuis longtemps avec patience. Le rassemblement de Washington, qui est l'une des phases de cette bataille, a été soigneusement organisé par l'état-major de cette armée sans armes à feu. Il y a 50 ans déjà que se créait la plus vieille association anti-ségrégationniste, la NAACP, ou Association nationale pour l'avancement des gens de couleur. C'est sur le plan de la légalité qu'elle lutte, avec un bataillon d'avocats noirs et blancs qui défendent les droits civils des Noirs en but à la ségrégation. Et surtout, elle paie les frais de ces longues procédures. Roy Wilkins en est le chef. Monsieur George Smith, avocat pour la NAACP, nous parle de cette organisation. Nous défendons maintenant 7 500 personnes qui ont été arrêtées dans les démonstrations antiségrégationnistes. Nous plaidons des causes pour des gens qui veulent éliminer la ségrégation raciale dans les parcs de récréation, comme je vous ai dit, dans les restaurants, dans les écoles publiques, dans les quartiers résidentiels, dans toute la vie américaine. Nous pouvons faire entrer un noir dans une école des Blancs, oui, c'est vrai. Mais la loi ne peut pas tout faire. Je crois qu'il faudra des démonstrations raciales de temps en temps pour que les Noirs aient ces droits aux États-Unis. Dans les autobus des États du Sud, les Noirs n'ont droit qu'au siège à l'arrière du véhicule. Contre cette humiliation, des groupes de Noirs et de Blancs entreprennent des voyages ensemble dans les bus. Et ensemble, ils se font injurier, battre, arrêter. Ce sont les pèlerins de la liberté, groupés en une association qui s'appelle CORE, ou Congress of Racial Equality. Ils pratiquent
les Freedom Rides. Monsieur Jim Peck, l'un des animateurs de CORE, est aussi une victime de la violence des racistes. Il nous parle de cette association et en quoi consiste son action. Ça consiste du picket, du sit-in, du stand-in. Toutes les actions, c'est de l'action et c'est la non-violence en même temps. Quand un restaurant refuse de servir les Noirs, un groupe de Noirs et de Blancs entre dans le restaurant et reste assis jusqu'il soit servi ou soit arrêté par la police. Vous êtes un Blanc et vous participez à ce mouvement-là depuis des années. Qu'est-ce qui vous a amené à vous occuper de la lutte antiraciale aux États-Unis? Parce que je crois fermement vraiment à l'égalité et à la fraternité. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul Blanc. Dans CORE, c'est un principe que les Blancs et les Noirs travaillent ensemble. CORE a été fondé en 1943. CORE a été le pionnier de la méthode de la non-violence. C'est la méthode adoptée de Gandhi. Et CORE a pris cette méthode et l'a appliquée contre le combat contre la discrimination. Chaque personne qui a participé au Freedom Ride a subi 2 jours d'instruction sur la non-violence. Et dans cette instruction, il y a eu ce qu'on appelle des sociodrames, c'est-à-dire les participants agissent comme si c'était déjà dans l'autobus. Un d'eux prend le rôle du chauffeur, un autre du noir, un autre du blanc. Et c'est aussi près que de la réalité que possible. Et quand c'est fini, ils doivent être confidents qu'ils peuvent maintenir la non-violence malgré n'importe quelle provocation. La Southern Christian League doit son prestige à la personnalité de son chef, le Gandhi américain, l'apôtre de la non-violence, le pasteur Martin Luther King, le plus populaire des leaders noirs américains. Lorsque l'une de leurs maisons ou de leurs églises vient d'être bombardée, lui seul réussit à retenir la colère de la population. King habite la Géorgie, mais il voyage dans tout le Sud et par sa présence et sa parole, il ranime le zèle de la communauté noire. La National Urban League se spécialise dans la déségrégation des habitations. C'est elle qui organise le déménagement et l'installation d'une famille noire dans un quartier blanc, malgré les menaces qui sont faites aux nouvel arrivants. La police doit souvent intervenir pour calmer, disperser les Blancs hostiles qui ne pratiquent pas tous la non-violence. Et enfin, la 5e organisation fait appel aux jeunes gens en colère, SNCC, dirigée par James Forman de Chicago. Elle s'enorgueillit de compter parmi ses membres le plus grand nombre de blessés, de battus, d'emprisonnés. C'est le commando de la non-violence. Mais comment devient-on un soldat de la non-violence? Suffit-il de le vouloir
ou faut-il subir un entraînement comme une sorte de service militaire à rebours? Partout dans le sud des États-Unis, par exemple dans l'État de Mississippi, dans les États de la Géorgie, d'Alabama, la Caroline du Sud, on entraîne les enfants avant de les envoyer faire face à la ségrégation raciale. Nous savons qu'il y aura peut-être la violence et nous entraînons les petits avant de les envoyer. Il faut que ces hommes acceptent la possibilité de la violence toujours. Quand ils se lèvent le matin, peut-être pendant le jour, ils vont être arrêtés. Il faut accepter ça. Peut-être on lancera une bombe contre la maison de cette personne. Il voyage beaucoup dans le sud des États-Unis. Il prend contact avec d'autres Noirs pour les faire voter, par exemple. Mais vous savez qu'au sud des États-Unis, il y a une question de la brutalité des policiers. Alors, il faut faire face à ça tout le temps. C'est la question, je crois, la plus importante dans le Sud. C'est que les autorités policières ne sont pas pour le mouvement des Noirs et ils essaient d'en mettre fin. Violence des policiers à la solde des gouverneurs des États du Sud. Wallace, de l'Alabama, qui porte la responsabilité des bombes de Birmingham, des chiens policiers, des lances d'arrosage qui ont assommé des femmes et des enfants. Ross Barnett, du Mississippi, ou Orval Faubus, de la Caroline, qui ferment les écoles aux élèves noirs, sont tous de la même espèce. Ce sont eux qui, au nom de l'idéal sudiste, s'opposent à la législation fédérale. Ces gouverneurs trouvent un appui dans la population parmi certains groupes d'extrémistes tels que le Ku Klux Klan aux allures d'inquisition. Même si le Klan a perdu de son efficacité, les notables qui en font encore partie n'en approuvent pas moins la loi du lynch, la chasse aux nègres, les exécutions sommaires et les croix brûlées. I am Calvin Craig, Grand Dragon of Georgia, the United Clans of America, Knights of the Ku Klux Klan. Cet homme décline son titre. C'est le grand dragon du Ku Klux Klan de l'État de Géorgie. Vous devez comprendre, dit-il, que le Klan est l'œuvre des hommes blancs et qu'il est fondamentalement américain. Les Juifs n'y sont pas admis, car pour faire partie du Klan, il faut être un gentil et de plus être protestant. Les principes du Klan s'énumèrent ainsi: l'américanisme, le christianisme et la défense de la foi et de l'ordre moral qui, de nos jours, sont remis en question. Des gens qui se trompent d'époque. Les nazis américains croient encore aux théories d'Hitler sur la pureté des races. Ils sont aussi antisémites qu'anti-noirs et s'opposent à toute forme d'intégration. Leurs manifestations, même si elles ne rallient pas beaucoup de partisans, évoquent le temps du ghetto et des fours crématoires. Une graine qu'il ne faut pas laisser germer. Il faudrait aussi parler du White Citizen Council, de la John Birch Society, qui groupe une série d'individus généralement bien nantis. Le sénateur Goldwater est leur porte-parole. Ils sont assis confortablement dans l'arbitraire de leurs convictions. Pour eux, les gens de couleur sont tout simplement d'une intelligence inférieure à la leur, et ce jugement justifierait la violence et le mépris. Ils portent, tout comme les gens du Klan, la responsabilité de ces bombes, de ces chasses à l'homme qui transforment les nuits du Sud en nuits d'horreur. Saint-Barthélemy répété, où l'éternel gibier a le seul tort d'avoir la peau brune. D'après le romancier noir James Baldwin, qui a décrit le comportement des deux groupes, l'attitude des Blancs qui s'opposent au mélange des races, à la mongolisation, relève d'un tabou sexuel. Ils sont contre les mariages mixtes, ils les trouvent dégoûtants,
pour des raisons que seul le freudisme pourrait démêler. Ils sont obsédés par l'idée qu'un noir puisse regarder une blanche. Caricature de la vertu, ils touchent à l'hystérie, à la névrose. En 1954, sous l'administration Eisenhower, la Cour suprême des États-Unis ordonne l'intégration scolaire. Certains États, comme la Géorgie, tentent plus ou moins lentement d'accepter quelques Noirs dans des écoles de Blancs. 10 ans après la promulgation de la loi, 10% des élèves noirs seulement sont intégrés aux Blancs. Cependant, les sudistes, drapeau en tête, manifestent violemment pour garder leurs écoles blanches. Bien que les écoles noires soient surpeuplées, pauvres, vieilles et équipées d'un corps enseignant peu qualifié, puisqu'il y a peu de chances pour qu'un noir aille à l'université, les Blancs usent de toute leur énergie pour empêcher les Noirs d'entrer dans leurs écoles. La police, paternelle, essaie de raisonner cette irréductible jeunesse. De douces et honorables mères de famille mènent la croisade contre les enfants des autres. Mesure encore plus radicale, quand un gouverneur s'oppose à toute intégration, il fait fermer les écoles tout simplement, comme Wallace en Alabama. En tant que gouverneur de l'État, je déclare que nous, citoyens de l'Alabama, continuerons de lutter énergiquement contre l'intégration raciale qu'on veut nous imposer au niveau des écoles primaires. Et nous combattrons aussi le gouvernement fédéral dans la mesure où il empiète sur des pouvoirs qui appartiennent normalement à l'État de l'Alabama. Contre le gouverneur de l'État, la police fédérale intervient. Elle doit faire respecter la loi et préserver la vie des écoliers. Il faut souvent déployer une force importante pendant des mois pour permettre à quelques enfants de faire vivre un principe. Préserver la vie de James Meredith à l'université de Ole Miss l'an dernier a coûté 5 millions au gouvernement central. Par ailleurs, le courage de ces enfants qui acceptent d'aller à l'école blanche est digne de respect. Petite fille de Little Rock, enfant de Birmingham, injuriée, menacée chaque jour, et qui n'en continue pas moins d'étudier, de travailler, pour que les leurs aient gain de cause, ils ont droit à notre admiration. 30,000 troops it took to get that nigger in, twice as many to get him in again. James Meredith, it's plain for you to see. You'll breathe no more of rebel air, for soon dead you'll be, soon dead you'll be. Le cas James Meredith a marqué l'un des points cruciaux de cet affrontement entre la volonté du gouvernement central et les préjugés locaux. Premier étudiant noir à s'inscrire à l'Ole Miss, James Meredith a dû affronter les lazis quotidiens de ses camarades et les effets de leur vandalisme. Especially the one in the big white house, his name is Kennedy. James Meredith, it's plain for you to see. You'll breathe no more of rebel air, for soon dead you'll be, soon dead you'll be. Le nègre est inférieur à l'homme blanc. Le nègre n'a pas l'intelligence du blanc, du moins pas encore. Par conséquent, on doit considérer les nègres comme des inférieurs. Néanmoins, Meredith a fait ce qu'il considérait son devoir. Il a affronté la presse et supporté avec le sourire toutes les vexations que cette foule, sûre d'elle-même, lui prodiguait en toute impunité. Quand on a le nombre avec soi, comme il est facile de se payer la tête d'un homme seul. Hey, you know what? Hey, come on, boy. Yeah, y'all get down.
My main purpose for being here is to get an education. And I didn't expect to see so many newsies and such a jovial crowd. I don't know if they're kidding or not. James Meredith a finalement passé ses examens et est devenu pour les Noirs américains un symbole de la jeunesse d'aujourd'hui, de celle qui veut affronter et vaincre. Mais à quel prix et au milieu de quelle solitude? Vous savez qu'aux États-Unis, peut-être 90% des églises sont ségrégées. Les églises dans le sud, surtout parce que, à cause des lois, à cause du fait que les Blancs ne veulent pas que les Noirs y entrent. Dans le nord, c'est une question d'acceptance des Noirs. Ils ne veulent pas que les Noirs aillent à l'église avec les Blancs. Et pour cette raison que les églises aux États-Unis, la plupart d'elles, sont ségrégées du fait. Maintenant, il y a des pasteurs, des prêtres qui participent aux démonstrations raciales, qui vont en prison maintenant, et ça accroît, je crois. La hiérarchie se dit contre la ségrégation raciale, mais elle pratique la ségrégation raciale dans les églises. Je crois que c'est surtout les jeunes prêtres, les jeunes pasteurs qui veulent mettre fin à cette question de la ségrégation. There are a lot of phonies who will stand up and tell you that, oh, well, all are equal in the eyes of God. How silly can you get? Tous les hommes sont égaux devant Dieu. Quelle idiotie, quelle bêtise. Le Christ lui-même a été l'apôtre de la ségrégation. Pas d'oiseau noir dans un nid d'oiseaux bleus, jamais. À moins que ce ne soit pour y voler les œufs. Et cette loi s'applique à tous les animaux de la création. On s'unit à ceux de son espèce. Pour le raciste, il n'est pas d'argument ridicule. Tout est bon, même cette sorte de blasphème qui consiste à rendre le Christ complice de ses crimes, y compris des bombes lancées sur les églises. À Birmingham, il y a quelques semaines, une église sautait, tuant 4 fillettes. Même si les églises sont devenues des lieux peu sûrs, les Noirs assistent nombreux aux offices. Ils sont profondément religieux et attachés à leur pasteur. Cette jeune femme raconte qu'elle discute souvent d'intégration avec sa domestique noire. Un jour, elle invite sa domestique à assister au service religieux dans l'église des Blancs. À sa grande surprise, la domestique a refusé parce que pour elle, une église où l'on ne peut ni chanter, ni frapper des mains, ni parler soudain selon l'inspiration du moment, ce n'est pas une véritable église. Et ce n'est pas une vraie religion que celle des Blancs, parce qu'on n'y est pas en transe. Et si l'on ne peut ni chanter, ni crier dans une église, on manque une belle chance d'être chrétien. Non, a dit la domestique, je ne veux pas aller à votre église, et je ne veux pas non plus que vous veniez à la mienne. Quand on connaît la sensibilité musicale des Noirs, on ne s'étonne pas de voir la place importante du chant pendant les offices. Ici, la prière se fait rythme et musique.
Vous avez aussi une question de chômage aux États-Unis. Peut-être 11% des Noirs n'ont pas de travail maintenant, pendant que peut-être 5% des Blancs n'ont pas de travail. C'est une question que les Noirs ont beaucoup de chômeurs. Et c'est pour ça que nous voulons faire face à cette question de la discrimination raciale dans le travail. Ici à New York, il y a quelques mois, on a eu des démonstrations raciales devant les chantiers de construction dans la ville. Vous savez que la ségrégation raciale existe partout dans le travail, dans les grandes industries, dans les grandes banques, les grandes compagnies d'assurance, les syndicats, même dans les universités où on n'a pas de professeurs noirs dans les universités des Blancs. On commence à mettre fin à cette question, mais ça va très lentement. En effet, l'intégration est très lente dans le milieu du travail. Redisons-le, 12% des Noirs aux États-Unis sont en chômage, alors que parmi les Blancs, le taux est de 5%. La lutte non violente s'est attaquée à ce problème. Régulièrement, des militants font du sit-in aux abords des chantiers qui pratiquent la ségrégation. Ils restent immobiles jusqu'à ce que la police les enlève et les emmène en prison. Beaucoup de syndicats aux États-Unis nous aident. Pourtant, il y a des syndicats pour les ouvriers qualifiés, des syndicats comme ceux pour les électriciens, les plombiers, des hommes qualifiés qui interdisent aux Noirs d'y entrer. Ils ne veulent pas s'occuper des Noirs. Vous savez que pour avoir une situation, pour devenir un électricien, un plombier, il faut être membre du syndicat. Et on ne trouve pas beaucoup de ces personnes aux États-Unis. À quoi servirait à un adolescent d'étudier, puisque plus tard, il lui sera interdit de pratiquer son métier? L'expérience tentée ici par un reporter canadien est évidemment provocante. Un noir et une blanche vont essayer d'aller au cinéma ensemble dans une ville du Sud. L'expérience donne les résultats attendus aussi exactement que l'inoculation d'une drogue sur un rat provoque des réflexes conditionnés. You can get away with it. I'm going to get mine. Let's go get us one and walk around. I get 2 tickets, please. Affolée par ce couple insolite, la caissière demande conseil au gérant. I'm sorry? I just say there's only for white seats. Oh, we can't come in? What about a balcony? We don't have one. Oh, so we can't come in? Sorry. La réponse est formelle. Pas de place, ni au parterre, ni au balcon. Les Noirs, qui dans le jazz ou les sports, sont souvent des vedettes applaudies, prestigieuses pour la renommée des États-Unis, quand à leur tour ils veulent se distraire, ils se retrouvent devant la barrière raciale. Vous savez que pendant beaucoup d'années, les cinémas, les journaux, la télévision reflétaient une image des Noirs qui n'était pas très bonne.
il disait que les Noirs étaient inférieurs. Ça commence à changer maintenant. On voit sur la télévision les avocats noirs, les professeurs, des personnes qui participent dans toute la vie américaine. Ça commence à changer. La télévision nous donne le temps. Oui, ça commence à changer un peu. Il existe une presse noire aux États-Unis, mais ça existe presque seulement pour les Noirs. Les Blancs ne s'occupent pas de la presse noire. Dans la presse blanche, il y a des journaux qui s'occupent de la question noire et qui se disent pour nous. La presse dans le sud des États-Unis est entièrement contre les droits civils. Ils ne veulent pas que les Noirs aient son droit et ils le disent dans les journaux. Ce que la nature offre aux humains de plus beau, de plus consolant, une plage de sable, une vague qui retombe, une petite place au soleil, même cela, qui n'a pas été inventé par les hommes, est refusé aux nègres. Ont-ils peur, ces gardiens à la poigne solide, que les Noirs polluent l'eau de mer ou fassent tort à ces gens qui essaient, ô ironie, de se faire brunir au soleil? Repousser des cinémas, des parcs d'amusement, évincer des plages et des quartiers résidentiels, il ne reste aux Noirs américains que le ghetto, Harlem à New York, Southside à Chicago, ou les quartiers réservés de n'importe quelle ville américaine, au nord comme au sud. C'est là que les enfants grandissent, dans la rue, entre des maisons lépreuses. Les parcs blancs leur sont souvent fermés. Et ainsi pousse le native son, l'enfant de couleur, qui, comme le raconte Richard Wright, révolté, aigri, n'a pour s'affirmer échappé à cette société injuste d'autre issue que la délinquance. Parce que les quartiers réservés sont toujours trop étroits, les Noirs sont obligés d'accepter des logements sales et tristes. Les loyers sont élevés et les propriétaires n'effectuent aucune réparation. Ils sont sûrs de trouver preneur. Les Noirs ne sont que rarement propriétaires et ce n'est pas leur faute si Harlem est triste comme une prison. À Chicago, la location des taudis aux nègres a enrichi plus d'un honorable gentleman à peau blanche. Promiscuité des logis, chômage, avenir bouché, un jeune homme de couleur, s'il ne devient pasteur ou militant, se livrera à la révolte. Cette révolte s'appelle ici délinquance. Elle est très élevée parmi les jeunes noirs. Les racistes, qui en sont les vrais responsables, en tirent une raison de plus contre la déségrégation. Cercle infernal qu'on ne sait comment briser.
Et pourtant, à 20 ans, qu'on ait la peau blanche ou noire, on aime rire et s'amuser. Les filles sont coquettes et les garçons ne songent pas à le leur reprocher. La danse, la musique, tout est oublié ce soir. Après tout, avoir 20 ans, c'est une chance. La plupart de ces gens sont des jeunes, des enfants de 17, 18, 20 ans. Ils veulent la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis. Beaucoup d'entre eux ont été arrêtés. Ils acceptent les arrêts volontairement. Ils acceptent la violence. Ils acceptent tout pour finir avec la ségrégation raciale. Les jeunes participent et enthousiastement dans l'action non violente. Les jeunes veulent voir la liberté de leur vivant et ils ont vu comment cette méthode a été effective, tandis que les plus vieux, pour eux, c'est une méthode nouvelle qu'ils ne comprennent pas trop bien. C'est devenu impossible aujourd'hui d'intimider les nègres uniquement parce qu'on porte un costume de policier et qu'on a la peau blanche. Même les policiers ne réussissent plus à faire peur aux nègres. Ils vous matraquent sur la tête, puis ils vous traînent en cour pour vous accuser de les avoir attaqués. Tous les actes de brutalité de la police contre les nègres se ressemblent. Chaque fois, les policiers vous attaquent, vous frappent au visage et après, ils vous amènent devant les tribunaux sous une inculpation d'assaut contre la police. Quelle sorte de démocratie est-ce donc là? Quelle sorte de justice que celle-là? Dans quel système politique et social vivons-nous? Nous qui n'avons pas le droit de nous exprimer selon la loi, nous qui n'avons droit à rien d'autre que ce que l'homme blanc décide de nous donner. Mes frères, mes sœurs, nous devons mettre un terme à tout cela. Sans quoi, cela continuera combien de fois encore et encore, jusqu'à ce que nous soyons en mesure de l'empêcher. Oui, ils attaquent leurs victimes, et ceux-là même qui attaquent leurs victimes les accusent après de les avoir attaqués en premier. Voilà la justice américaine. Et ceux d'entre vous qui sont passés par ces expériences savent désormais qu'aux États-Unis, démocratie égale hypocrisie. Democracy is hypocrisy. If democracy means freedom, why aren't our people free? If democracy means justice, why don't we have justice? If democracy means equality, why don't we have equality? Malcolm X, qui est le porte-parole des Noirs musulmans, est l'un de ces éveilleurs qui a changé la mentalité du jeune noir. Les Black Muslims, ou Noirs musulmans, ils représentent 5% de la population de couleur, prêchent le boycott total des Blancs. N'achetez que dans les épiceries noires. Ne lisez que des journaux écrits et publiés par des Noirs. Évitez d'acheter quoi que ce soit aux Blancs. Même votre barbier se doit d'avoir la peau brune. Ce racisme à rebours a été prêché d'abord par Elijah Muhammad avec un certain succès. Il se désolidarise de tous les autres leaders noirs et de tous les mouvements de non-violence. Pour le moment, il a expulsé les Blancs des manuels scolaires. Toutes les illustrations sont adaptées au monde noir. Les Black Muslims demandent que les Noirs soient groupés dans des États d'où les Blancs se retireraient. Une sorte de partition à la manière de l'Inde et du Pakistan. En prévision de cet État noir, les Black Muslims s'entraînent à devenir soldats. Même si leur but, un État indépendant au cœur des États-Unis, semble bien irréel, les Black Muslims trouvent des adhérents convaincus. Lord, who's the love it's the Maya? Tell me who's that riding? Who's that riding?
What's gonna ride it? What's gonna ride it? Ils ont rejeté le christianisme parce que religion de blancs fondée par et pour les blancs, disent-ils. L'islam, au contraire, d'après eux, s'adresserait surtout aux gens de couleur. Leur meilleur agent recruteur est Malcolm X. X parce qu'il refuse de porter un nom donné à ses ancêtres esclaves par l'ancien maître. Why? Because the white man knows you're more dangerous sober than you are drunk. Yes. You are more dangerous sober than you are drunk. D'après une enquête récente, l'homme le plus populaire auprès des Noirs américains, il remporte 95% des voix à lui seul, est Martin Luther King. Martin Luther King est un jeune pasteur de la Géorgie qui prêche la non-violence parce que cette méthode fait appel à la conscience des Blancs. Mais il ne prêche pas la passivité. C'est avec une fougue typique des chefs actuels de la communauté noire qu'il demande aux siens d'affronter les difficultés et de livrer le combat. Ne perdez pas courage parce que vous allez vivre des temps durs. Ne perdez pas courage quand vous devez affronter la force policière. Non. Ne perdez pas votre courage parce qu'on mettra des chiens à vos trousses. Répondez-moi. Voulez-vous encore vivre en liberté ce soir? Si vous voulez passer la nuit en liberté, il faut que vous alliez tous la passer en prison. Et si vous tenez absolument à votre liberté, vous devez marcher en rang serré, tous ensemble. Et celui qui regardera par sa fenêtre verra un nombre incalculable d'hommes libres circuler ensemble dans les rues. Du côté des Blancs, le président Kennedy a pris la tête du mouvement d'intégration, et cela malgré une fraction de son parti, les démocrates du Sud. Dans quelques jours, il va proposer au Sénat un bill sur les droits civils qui interdirait toute discrimination dans les endroits publics. Ce bill sera-t-il accepté par la législature? Nous habitons un pays, un seul. Et ce pays s'est constitué parce que chacun de ses habitants a eu la même chance que tous les autres citoyens de poursuivre librement sa vie. Est-il possible, est-il juste de dire à 20 millions de Noirs, cette chance que nous avons eue, vous n'y avez pas droit? Le projet de loi qui est maintenant devant le Congrès n'est pas grand-chose du tout. Ça interdirait la discrimination raciale dans les endroits publics, les restaurants, les cinémas, peut-être les parcs de récréation. Mais ça n'interdit pas la discrimination dans le droit de vote, par exemple, dans les emplois, dans les quartiers résidentiels où on fait souvent les distinctions raciales. C'est pour cette raison que ce projet de loi n'est pas grand-chose. Même si le Congrès des États-Unis vote ce projet de loi, il faut que les États l'enforcent. Et ça est une question difficile, surtout au sud des États-Unis, où le gouverneur des États ne veulent pas finir avec la discrimination raciale. C'est que malheureusement, dans le Parti démocratique, il y a les démocrates du Sud. Et le Parti républicain n'a pas trop d'intérêt dans cette lutte pour la liberté. Quand M. Kennedy nomme un juge ségrégationniste, comme il en a nommé plusieurs, c'est pas qu'il croit à la ségrégation lui-même, mais c'est une dette politique aux démocrates du Sud. Vous savez qu'en 1954, la Cour suprême à Washington a dit que la ségrégation dans les écoles publiques était inconstitutionnelle.
À cette époque, les Noirs avaient un grand espoir que c'était le commencement de la fin de la ségrégation raciale. Mais vous savez que maintenant, il n'y a que 10% des Noirs qui peuvent aller à les écoles des Blancs. Pour cette raison, je ne pense pas que nous avons vu un changement d'opinion chez les Blancs. Il a fallu les démonstrations raciales pour faire face à la ségrégation, les pèlerins de la liberté, les grandes démonstrations à Birmingham, Alabama, il y a quelques mois. Il y a des progrès énormes qui se sont réalisés résultat de cette action non violente. Par exemple, dans les sit-ins de 1960, dans une année, les restaurants dans 130 villes du Sud ont changé, ont commencé à servir les Noirs. Et depuis, encore plus. Ça a donné des résultats énormes. Justement, quand j'ai été très gravement battu à Birmingham en 1961, les reporters sont venus à l'hôpital et m'ont demandé est-ce que ça vaut la peine. Et j'ai pu répondre que ça vaut la peine parce que j'avais vu depuis 1946 comment la non-violence est effective. Je trouve que ce n'est pas les gens qui m'ont battu qui sont les coupables. C'est ceux qui ont incité ces gens-là. J'explique, je compare ça au peuple allemand sous Hitler. Et je dis toujours que nous, malheureusement, nous avons dans le Sud nos petits Hitler, les gouverneurs Barnett, gouverneur Wallace, Bull Connor à Birmingham, qui incitent cette violence et cette haine. Et quand ce n'est pas incité, ça n'arrive pas. Par exemple, dans notre Freedom Ride, nous avons traversé l'État de Georgia sans aucun incident, parce que le gouvernement de Georgia avait décidé de ne rien inciter. Je crois que si les Blancs voient que nous sommes non-violents, que nous avons une cause juste, que nous voulons la liberté, que peut-être les opinions changeront. Moi, je suis un homme non-violent. Je ne crois pas que nous puissions arriver à mettre fin à la ségrégation par la violence. Alors, je crois que la non-violence a beaucoup fait et j'espère que les Noirs resteront non-violents. Mais je crois que l'opinion des Blancs des États-Unis changerait très lentement. La plupart de ces gens sont indifférents. Il y a des sudistes et d'autres personnes qui ne veulent du tout la fin de la ségrégation raciale. Mais la plupart des personnes aux États-Unis sont, je crois, indifférents. Ça prendra du temps, mais je suis très encouragé que, résultat de l'action non violente, le changement est bien plus rapide en ce moment. Listen, whisper, say we're free. Rumors flying, must be lying, can it really be? Can't conceive it, can't believe it, but that's what they say. Slave no longer, this is Freedom Day. Freedom Day, it's Freedom Day. Throw those shackling chains away. Everybody that I see says it's really true, we're free.
Ce matin-là du mois d'août, à Washington, ils arrivèrent peu à peu à la cadence d'un train toutes les 6 minutes, exact au rendez-vous. À la fin, ils étaient 200 000. De jeunes Blancs sont venus prêter main forte à leurs compatriotes. Cette jeune fille, alerte, qui fixe en un tour de main des centaines de pancartes à leurs manches, est sûrement une habituée des préparatifs de ce genre. Tous les slogans ont été épluchés, épurés. Pas un mot de haine, mais une seule note, indéfiniment répétée, freedom, liberté. Parmi les mots d'ordre du jour, il y a calme et dignité. Il ne faut pas donner raison à ces journalistes qui, avec dédain, ont d'avance parlé de mob, d'une foule incontrôlée, d'un prolétariat disgracieux. Ils se sont tous bien habillés, les enfants sont propres et soignés. Cette journée mémorable ressemble à un dimanche, alors qu'on va au temple chanter des hymnes. Enfin, le cortège s'ébranle, et tous ceux qui campaient depuis la veille ou le matin sur les pelouses entre le monument de Washington et le Potomac se retrouvent au coude à coude le long du Mall. Une vaste armée, aimable, gentille, qui ne profère ni ne vocifère et vient demander poliment justice, et tout de suite. Les voix s'élèvent, rythmées, en chœur, le plus vaste chœur que ce pays du maximum ait jamais entendu. On y chante des hymnes où il n'est question que de liberté. Ils ont marché ainsi pendant 4 heures jusqu'au monument de Lincoln. Des artistes tels que Burt Lancaster, Marlon Brando, James Baldwin, des chanteuses comme Marian Anderson, Amalia Jackson sont présents sur l'estrade d'honneur. Les chefs, à la tribune, parlent tour à tour. Mais à la fin, s'élève la voix du grand homme, celui qui, aux États-Unis, est peut-être le seul à avoir la stature d'un grand leader, Martin Luther King. We will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day. This will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning, "My country, 'tis of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing."
Des hommes libres, oui, souhaitons-le, pour l'honneur et la paix des Américains comme de nous tous. Pour que toutes nos grandes phrases sur la liberté ne soient plus des mots creux. Pour sauver de la honte la civilisation dont nous nous réclamons.